Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Dans une semaine s'ouvre le procès des attentats de janvier 2015, les attentats les plus graves que la France ait connus depuis plus d'un demi-siècle, attendu depuis 5 ans, reporté pour cause de pandémie. Ce procès réunira 14 accusés, près de 200 parties civiles, une centaine d'avocats et 50 jours d'audience sous très haute surveillance. La Cour d'appel a décidé que le procès des attentats contre Charlie Hebdo, l'hypercacher, sera filmé, une première en France sur des faits de terrorisme. Et justement, à quoi sert ce procès ? S'agit-il d'une question avant tout judiciaire ou d'une question historique ? Et c'est la raison pour laquelle j'ai réuni à la fois un magistrat, un chercheur, président de l'Association pour l'histoire de la justice, Denis Salas. Bonjour. Bonjour. Vous avez notamment publié La foule innocente chez Desclés de Beauvert, et une avocate, Claire Doublié. Vous êtes avocate pénaliste. Claire Doublié, il faut d'abord nous dire qui va être jugé dans ce procès qui s'ouvre donc la semaine prochaine. Alors, à titre liminaire, je ne peux pas entrer dans les détails de cette procédure puisque je n'interviens pas en qualité d'avocate, ni du côté des accusés, ni du côté des parties civiles. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que un certain nombre de personnes sont renvoyées devant la cour d'assises pour avoir apporté un soutien logistique ponctuel aux acteurs principaux qui ne seront évidemment pas là puisqu'ils sont tous aujourd'hui morts. Puisque également d'autres complices sont en fuite, notamment la compagne d'Amédi Koulibaly et les frères Mehdi et Mohamed Belloucine. À quoi va servir ce procès de Denis Salas ? Vous avez décidé de le suivre. Oui. Pourquoi Oui. avez-vous pris une telle décision ? Oui, nous avons 2 groupes de recherche qui vont suivre ce procès. C'est aussi une première dans le champ judiciaire, outre le fait que le procès sera intégralement enregistré pour sa loi Badinter de 85 pour la mémoire de l'histoire. Alors pourquoi cette dimension historique ? J'ai lu les motivations de la Cour d'appel qui a décidé cet enregistrement. En fait, il a considéré que la résonance de ce procès, sa dimension internationale, le degré d'atteinte aux valeurs de notre République, la liberté d'expression en particulier, et puis la résonance aussi politique, nécessitait qu'on se mette un peu au diapason et que le judiciaire joue aussi sa partition dans cette réaction. J'ajouterai 2 choses supplémentaires. D'un point de vue plus anthropologique, après un événement qui a déchiré à ce point la cité, le lien social, le rôle de la justice, c'est de remettre la parole, c'est sa fonction première, au milieu des hommes, et non pas la violence, si vous voulez. Et cette fonction d'apaisement et de dialogue que la parole va rétablir, va aussi jouer un rôle très important, et c'est une des significations de ce procès. J'ajoute aussi que la fonction d'un procès équitable, c'est aussi de ne pas donner le dernier mot à la violence guerrière. On va tous revoir dans les jours qui viennent les images de l'hypercacher et d'Armartin Denguel. Mais si vous voulez, la démocratie, ce n'est pas cela. Si vous voulez. La démocratie, c'est aussi, comme vous l'avez dit, juger des hommes avec nos critères, nos valeurs, leur donner un droit à la défense, un espace de parole, une possibilité de discuter les preuves qui sont réunies contre eux. Il y en a un grand nombre, et de s'opposer au récit policier. Alors justement, parce que c'est le chercheur qui parle, Denis Salas, l'avocate maître Doublié, comment voyez-vous ces procès pour actes terroristes qui sont faits avec des personnes qui n'ont pas été les commanditaires, qui n'ont pas été impliquées au premier chef dans ces actes? On peut également rapprocher ce procès du frère de Mohamed Merah, Abdelkader Merah. L'avocate que vous êtes, comment les voit-elle, ces procès ? On parle beaucoup d'un procès historique. Il me semble évident qu'on est confronté à des faits qui sont historiques, mais je pense que ce procès est évidemment exceptionnel, mais ne sera précisément pas historique parce que les principaux auteurs ne seront pas là. Et à cet égard, il me semble que les attentes légitimes des parties civiles vont aboutir à une immense déception.
j'entendais à l'instant qu'on évoquait la parole. Moi, ce qui me paraît majeur dans ce procès, c'est que, et c'est naturel, c'est humain, on a une sorte de déplacement des auteurs. C'est-à-dire que, en principe, un procès d'assises, c'est un procès qui, quelle que soit la douleur des victimes, est tourné autour des auteurs. Or, là, en l'espèce, on va passer d'auteurs qui sont totalement périphériques et qui vont être procéduralement également périphériques à des victimes qui vont être au centre des débats. Justement, Denis Salas, vous avez étudié, vous avez participé à une étude sur ces jugements pour actes terroristes. Et alors, dans l'étude que vous avez consacrée à cette évolution, à ces différents procès, j'ai noté 2 termes extrêmement importants. Vous avez dit que, au fur et à mesure de ces procès, la notion de dangerosité l'a emporté sur la notion de culpabilité et la notion de risque l'a emporté sur les actes commis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ce déplacement signifie? C'est un déplacement qui signifie que ce qui va être perçu par les juges et l'opinion publique, c'est le risque de reproduction de cette violence. La dangerosité, c'est un concept assez impalpable qu'on va effectivement... Est-ce que c'est un concept juridique, la dangerosité? Non, c'est un concept criminologique. Criminologique, c'est-à-dire que c'est un concept qui s'appuie sur des savoirs criminologiques, d'expertise ou autres, qui permet de déterminer le risque de la potentialité de reproduction d'un crime de la part d'un individu à partir d'échelles de prédictives, on dit souvent en justice prédictive aujourd'hui, qui sont effectivement posées. Justice prédictive, oui, c'est vraiment un terme bizarre, quoi. Oui, mais ça permet quand même de repérer les prémices d'un risque qui pourrait effectivement nous inquiéter. Et vous avez vu qu'encore récemment, on a préconisé, et le Conseil constitutionnel s'y est opposé, la rétention de sûreté, donc une peine après la peine, parce qu'on craignait qu'effectivement ces individus sortant de prison soient à nouveau dangereux. Mais oui, mais alors on comprend, maître Doublié, à la fois les inquiétudes de la société par rapport à ces individus dont on peut redouter les actes ou la répétition des actes, mais d'un autre côté, la dangerosité, quand vous avez un client qui est accusé d'avoir vu des sites djihadistes, quand on voit un être qui effectivement partage un certain nombre d'idées qui ont conduit à ces actes terroristes sans en avoir perpétré lui-même, je pense par exemple aux frères de Mohamed Merah, comment défend-on ce type de clients, et puis comment aujourd'hui la justice les voit-elle? Alors, je ferai une observation sur cette notion de dangerosité. Je pense qu'elle appartient à un courant qui est général, de sorte que cette notion de dangerosité, on va la retrouver dans des affaires de terrorisme, mais on va aussi la retrouver dans la justice au quotidien. Aujourd'hui, le critère de la sanction, humainement et judiciairement, c'est beaucoup plus la potentialité de dangerosité que le passage à l'acte objectif. Donc ça, c'est la première observation. Mais là aussi, pardonnez-moi, mais il faut nous expliquer ce que ça veut dire, parce que la dangerosité, c'est une potentialité. Mais a priori, en justice, à moins que je me trompe, on juge un acte et pas la possibilité de le commettre. Alors, on juge un acte, c'est-à-dire qu'on décide, au vu d'éléments de preuve, si les faits sont constitués ou pas. Mais une fois que les faits sont constitués, que le juge a décidé que la personne était coupable, on va décider du quantum de la peine. Et dans ce quantum-là, la notion de dangerosité, qui est extrêmement subjective, voire idéologique, est une notion qui va avoir une place de plus en plus importante. C'est cette notion qui est éminemment critiquable de l'efficacité de la sanction et de la peine. Je reprends l'exemple d'Abdelkader Merah. Celui-ci a été acquitté en première instance des crimes terroristes, mais il a été condamné à 20 ans pour association de malfaiteurs terroristes. En deuxième instance, il est condamné pour les 2 chefs et il prend donc 30 ans. Comment explique-t-on cette évolution, maître Doublié ? C'est compliqué parce que c'est le secret des délibérés. Mais ce qui est certain, c'est que les magistrats, lorsqu'ils sont confrontés à un fait dit terroriste,
ont à se poser la question de savoir si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis. Concernant M. Meyrat, dans une première interprétation, ils ont considéré que certains faits n'étaient pas établis. En d'autres termes, bien que la situation ait été absolument dramatique, ils ont fait une interprétation extrêmement stricte de la loi pénale. Et ils ont considéré que, face à une situation extraordinaire, ils avaient des outils ordinaires de loi pour juger, et ils ont considéré que le doute devait lui bénéficier dans la mesure où la circonstance de son implication à l'égard de la prévention n'était pas établie, ce qui est tout à leur honneur. Et c'est d'ailleurs la difficulté, à mon avis, à laquelle les magistrats vont être confrontés dans le cadre de l'affaire qu'on évoque aujourd'hui. Denis Salas, vous qui êtes magistrat. Dans le cas de Meyrat, il y avait autre chose. Il y avait le fait que, dans un premier temps, c'était association de malfaiteurs terroristes, c'était avec 20 ans, comme vous l'avez dit, encouru, mais la question c'était la complicité. Et la complicité, comme le disait Jean Carbonnier, l'auteur est cousu dans le même sac que le complice. Et donc ça change complètement. Le jury, voilà, le grand juriste Jean Carbonnier, l'auteur est cousu dans le même. Et donc la peine, c'est 30 ans. Ça change quand même la donne. Et je voulais simplement ajouter une chose sur le procès, la délinquance ordinaire que vous avez évoquée tout à l'heure comme étant un facteur de déception à l'égard des victimes. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Vous savez, j'ai repensé beaucoup à Hannah Arendt et à Eichmann à Jérusalem et à cette question de la banalité du mal. Effectivement, cet homme, ce fonctionnaire du crime nazi, etc., qui obéissait aux ordres, etc., on a quelque chose de cet ordre-là dans ce procès aussi. On a des individus qui ont contribué à un crime extrêmement grave en disant qu'ils n'étaient pas forcément au courant des objectifs poursuivis par les Kouachi et Koulibaly. Donc la question centrale pour l'avocat, ça va être la culpabilité ou l'innocence du rouage. Vous voyez ce que je veux dire? Celui qui a contribué à cette criminalité forte. Justement, on pourrait tordre Arendt dans l'autre sens, parce que s'il est question de banalité du mal dans le cas de ce livre où elle relate le procès Eichmann, dans le cas du procès d'Abdelkader Meyrat, on voit un homme qui n'a pas, je vais le dire rapidement, qui n'a pas les mêmes valeurs que nous par rapport au respect de la vie humaine, par rapport à la manière dont il envisage sa foi, et donc on est précisément dans un comportement qui n'est pas du tout banal. Et la façon dont celui-ci a été condamné peut laisser penser qu'il est condamné plus pour ses pensées que pour ses actes. Et que donc, c'est plus une manière de voir le monde que l'on a condamné qu'une manière d'agir. On aura une configuration proche du procès Meyrat dans le procès de Charlie et l'hypercacher, parce qu'il y a effectivement un complice, unique complice. Et tous les autres sont des comparses. Donc je pense que c'est plutôt cette délinquance ordinaire qui est faite de trafic de voitures, de trafic d'appartements, Ayad Boumedienne joue un rôle très important dans cet achat, cette vente d'appartements, etc., de constitution d'arsenal, etc. Donc cette délinquance ordinaire, est-ce qu'elle n'est pas le terreau du crime terroriste? Est-ce que c'est pas ça que révèle le récit policier dans ce qui nous est renvoyé aujourd'hui à l'audience? Mais justement, maître Doublier, vous la connaissez bien, cette délinquance ordinaire. Lorsqu'on prend le procès Meyrat, celui-ci était jugé avec un autre homme qui a fourni un gilet pare-balles et un pistolet mitrailleur à Mohamed Meyrat, et qui l'a fait, semble-t-il, en ignorant. Vous faites une moue de la tête. Non, c'est vrai. Et donc, qu'il l'a fourni en ignorant probablement les mobiles terroristes. Je dis probablement, mais le terme a toute son importance, puisque c'est ça qu'on juge. Est-ce qu'il savait ou pas que c'était un acte terroriste dans un procès de délinquant? Est-ce que le fait de fournir un gilet pare-balles ou un pistolet mitrailleur conduira à une condamnation de plus de 10 ans de prison comme cela a été fait? Alors, de mémoire, je crois que il avait été condamné à 14 ans en première instance et que la peine a été rapportée à 10 ans en appel. Maintenant, il est évident que dès l'instant où les auteurs principaux ne sont pas là, il existe un risque majeur de sanctions extrêmement importantes pour les auteurs accessoires, entre guillemets, sous réserve qu'ils soient déclarés coupables.
Ça n'a pas été le cas dans le cas de Feta Malki. Sa peine a été diminuée en appel, au contraire. Mais probablement parce que Monsieur Meyrat était présent. Oui, le complice. Mais Le alors, complice était présent. Justement, maître Doublier, pardonnez, ma question est très prosaïque. Si un délinquant fournit un pistolet mitrailleur et un gilet pare-balles dans une affaire de drogue, par exemple, est-ce qu'il risque 10 ans de prison? Alors, de par la loi, il encourt 10 ans de prison. Mais Dans les faits. concrètement, non. Concrètement, non. Maintenant, il est évident que les réquisitions dans le cadre de l'affaire à venir vont être des réquisitions qui seront extrêmement importantes. Et encore une fois, la difficulté que les magistrats vont avoir va être d'essayer dans un premier temps de se départir d'une souffrance terrible de victime, laquelle ne va cesser de s'accumuler parce qu'on va passer des jours et des jours à voir défiler des gens qui vont expliquer à quel point leur vie a été fracassée. Denis Salas. Oui, dans le cas de ce comparse dans l'affaire Meyrat, Malki, il était le receleur de la cité des Isards à Toulouse que tout le monde connaissait. Donc l'accusation disait oui, mais vous Tout ne le monde, pouvez y pas. compris la police? Oui, enfin, il était connu comme tel, incontestablement, et le récit policier l'a largement démontré. Donc, si vous voulez, l'accusation disait, vous ne pouviez pas ignorer, connaissant Meyrat, les projets terroristes de Meyrat quand vous lui avez livré ce fusil mitrailleur, et lui a dit, mais avec l'aide de son avocat, qui a sans doute beaucoup travaillé dans cette direction-là, Monsieur Malki n'était pas au courant de ce qui pouvait se passer, il ne pouvait pas anticiper cet acte-là, et lui-même a témoigné à l'audience de son innocence. Et cette qualité de témoignage lui a permis d'éviter effectivement d'être pris dans le filet de l'action de malfaiteurs terroristes et d'obtenir une diminution de peine assez importante en appel. Justement, est-ce que ça, c'est un phénomène nouveau? Ah ben je pense que celui qui convainc, c'est une question de conviction, d'intime conviction, celui qui arrive par son propos à convaincre des juges professionnels, puisque ce sont des juges professionnels qui seront en situation de jugement, de cette innocence, de l'objectif terroriste du crime lui-même, en ayant fourni des moyens, eh bien effectivement, la juridiction entend sa parole comme telle et peut effectivement tenir compte. Claire Doublier, vous êtes avocate pénaliste. Denis Salas, vous êtes magistrat-chercheur. Vous avez notamment publié La foule innocente chez Desclés de Brouvet. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par Arthur Desnouveaux, qui est le co-auteur d'un tract chez Gallimard intitulé Victime. Et après, on va continuer d'évoquer ce procès Charlie, procès suite à la tuerie de l'hypercachère qui va s'ouvrir dans quelques jours. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un bon réveil.